La croissance économique dans un pays correspond à l'augmentation, la croissance, de la production d'une part de biens qu'on peut toucher et d'autre part de services qu'on ne peut pas toucher, comme les conseils d'un avocat ou un cours par exemple. La richesse économique dans laquelle vivent les pays de l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord est le résultat d'un processus de croissance économique continue qui a débuté à partir de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui a engendré tellement de changements dans la vie des sociétés que ce processus a été nommé révolution industrielle. Et ce processus de croissance continue a d'abord touché les pays occidentaux avant de toucher le Japon au XIXe siècle, puis un certain nombre de pays d'Asie, dont la Chine, à partir de la fin du XXe siècle. Mais certaines régions du monde, dont une partie de l'Afrique, n'ont toujours pas bénéficié de ce processus de croissance continue de la production de biens et de services. Et l'ensemble des biens et des services produits à l'intérieur d'un pays une année donnée correspond au produit intérieur brut, au PIB. Le PIB d'un pays se calcule en argent, en euros ou en dollars, en ajoutant plusieurs types de richesses. Tout d'abord, les biens et les services marchands, destinés à être vendus sur un marché, produits par toutes les entreprises dans un pays. Ces biens et ces services produits correspondent à la valeur que ces entreprises ont ajoutée aux produits qu'elles ont achetés à d'autres entreprises. Cette valeur ajoutée, calculée en argent, en euros ou en dollars, c'est donc la différence entre ce que les entreprises ont acheté sous forme de consommation intermédiaire, de la laine pour faire des pulls, du fer pour faire des scooters par exemple, et la totalité de ces biens et services produits par ces entreprises. Ce qu'elles ont produit, c'est-à-dire soit ce qu'elles ont vendu, des pulls et des scooters par exemple, et qui correspond à leur chiffre d'affaires, soit ce qu'elles ont produit mais pas encore vendu, c'est-à-dire leur stock. Par ailleurs, pour connaître le produit intérieur brut, le PIB d'un pays, il faut ajouter à ces productions marchandes des entreprises, ces productions qui sont vendues sur un marché, la production non marchande des administrations, de l'État, qui n'est pas vendue sur un marché. Et comme l'État n'achète pas des consommations intermédiaires ou des biens et des services pour les revendre plus cher et faire un profit, on ne peut pas calculer la valeur ajoutée créée par l'État. Pour connaître la richesse créée par l'État, on prend en compte ce qu'a dépensé l'État, les coûts de production de l'État, en argent, des biens et services non marchands créés par cet État. Et la croissance réelle du PIB correspond à l'augmentation des quantités, à l'augmentation des volumes de biens et de services produits dans un pays. Ainsi, la croissance réelle du PIB correspond à la croissance du PIB en volume. Mais la difficulté, c'est qu'en ne prenant en compte que la valeur ajoutée des entreprises ou les coûts de production de l'État en argent, en euros ou en dollars, on peut avoir une idée fausse de la croissance réelle du PIB. Parce qu'une entreprise peut très bien avoir vendu pour une plus grande quantité d'argent, pour plus d'euros ou de dollars, et l'État peut très bien avoir produit pour plus d'euros de biens et de services, sans, en fait, avoir produit une plus grande quantité de biens ou de services. Par exemple, une entreprise qui vend des téléphones aura peut-être l'impression d'avoir connu 10% de croissance si le total de ses ventes a augmenté en argent, en euros, en valeur de 10%. Cette croissance en euros, en valeur, cette croissance nominale sera peut-être de 10%. Mais en fait, cette entreprise n'a peut-être pas vendu une plus grande quantité de téléphones. Cette entreprise a peut-être vendu le même nombre, le même volume de téléphones, mais simplement 10% plus cher. Et pour connaître quel volume de téléphone a été vendu en plus, il faut enlever cet effet augmentation des prix. Et dans une économie, pour connaître quel volume de PIB a été créé en plus, pour connaître la croissance du PIB en volume, il faut aussi retirer cet effet augmentation des prix, cet effet inflation des prix. Ainsi, pour obtenir la croissance du PIB en volume, il faut enlever l'inflation, il faut déflater l'inflation de la croissance du PIB en valeur, de la croissance nominale du PIB. Et cette croissance économique, calculée par le PIB, permet de savoir si globalement les habitants d'un pays produisent plus de biens et de services qu'ils pourront ensuite se partager. Dans cette hypothèse, le PIB par habitant progressera et le niveau de vie des habitants de ce pays progressera lui aussi. Par ailleurs, une économie qui connaît une forte croissance du PIB, de l'ordre de 2% par an, a tendance à créer un grand nombre d'emplois et donc a tendance à connaître une réduction de son taux de chômage. A l'inverse, quand la croissance est faible, de l'ordre de 1% par exemple, nulle, de 0, voire négative, c'est-à-dire qu'il y a moins de biens et de services produits une année par rapport à l'année précédente,
le pouvoir d'achat des ménages a tendance à stagner, voire à reculer, et le taux de chômage a tendance, lui, à augmenter. Par exemple, en France, entre l'année 2005 et l'année 2007, le PIB a fortement progressé de l'ordre de 6,6%. Du coup, le pouvoir d'achat des ménages a progressé lui aussi de 6% et le taux de chômage est passé de un peu moins de 9%, de 8,9% précisément, à 7,4%. Mais entre l'année 2008 et l'année 2010, il y a eu moins de richesses créées en France. Le PIB a reculé de 1,5%. Du coup, le taux de chômage est passé de ces 7,4% à plus de 9%, à 9,4% précisément. Cependant, une limite du PIB, c'est qu'il ne prend pas en compte les biens et services produits dans le cadre des activités domestiques. Par exemple, les cours donnés par les parents à leurs enfants ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne donnent pas lieu à un paiement, contrairement aux mêmes cours donnés par un professeur particulier rémunéré. Par ailleurs, le PIB ne prend pas en compte le travail non déclaré, le travail au noir, par exemple l'activité du même professeur particulier, si cette activité donne lieu à un paiement non déclaré. Enfin, le PIB ne prend pas non plus en compte les activités bénévoles, dans les clubs de sport ou au Resto du Cœur par exemple, alors que ces activités sont souvent créatrices de liens sociaux, de solidarité et donc de bien-être. De plus, le PIB est incapable de dire si les biens et les services produits créent plus de bien-être ou moins de bien-être pour les habitants d'un pays. D'une part, parce que le PIB ne dit pas si les entreprises produisent du chocolat ou des armes qui seront utilisées dans des guerres. D'autre part, parce que le PIB ne comptabilise pas les externalités négatives, c'est-à-dire les pertes de bien-être dues à certaines productions, mais qui ne sont pas compensées par un dédommagement pour les victimes de cette perte de bien-être, comme c'est le cas lorsqu'il y a une pollution de rivières ou d'océans, ou lorsqu'une activité crée des gaz à effet de serre qui font augmenter la chaleur sur Terre. Par ailleurs, le PIB est incapable de dire si les biens et services produits sont partagés équitablement. Par exemple, quand on calcule le PIB des États-Unis et qu'on divise ce PIB par le nombre d'habitants des États-Unis, quand on calcule le PIB par habitant des États-Unis, on se rend compte que ce PIB par habitant est environ 30% plus élevé qu'en France. On pourrait donc penser que tous les Américains, riches ou pauvres, ont un niveau de vie supérieur à celui des Français, riches ou pauvres. Mais en fait, aux États-Unis, la proportion de pauvres dans la population est 2 fois plus élevée qu'en France. Ainsi, pour contrer ce défaut du PIB, pour savoir si la richesse est également répartie, également distribuée entre tous les habitants d'un pays, on peut utiliser le coefficient de Gini qui va de 0 à 1. 0 si tous les membres d'une société ont le même revenu, et 1 si tous les revenus étaient distribués à une seule personne et que les autres personnes ne recevaient rien. Et ce coefficient de Gini peut être visualisé sur une courbe, la courbe de Lorenz. Néanmoins, l'indicateur le plus souvent utilisé pour avoir une idée plus précise du bien-être d'une population est l'indice de développement humain, l'IDH, mis au point par les Nations Unies. Et cet IDH prend en compte à la fois le PIB par habitant, donc un indicateur de richesse économique, la durée de scolarisation moyenne, donc un indicateur de nature sociale, et l'espérance de vie à la naissance, donc un indicateur de santé des habitants.